Bonjour et bienvenue sur le podcast La vie nous enseigne. Moment d'introspection, de remise en question, de prise de recul. Je nous invite ici à un regard objectif sur nous-mêmes et notre vie. Je nous invite à reprendre la responsabilité de manière objective. Ensemble, prenons conscience que nous sommes responsables de notre vie et que nous avons le pouvoir de l'améliorer et de nous épanouir au-delà de nos espérances. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La vie nous enseigne. Aujourd'hui, nous allons explorer un phénomène fascinant qui influence profondément nos vies, souvent sans que nous en ayons conscience, l'effet Pygmalion. Comment nos croyances et celles des autres façonnent-elles nos réussites ou nos échecs ? En quoi cela rejoint-il l'effet placebo dont on a parlé dans l'épisode précédent ? Et en plus de l'effet Pygmalion, nous allons voir son opposé, l'effet golem. Et nous ferons le lien avec la pensée créatrice en spiritualité. Préparez-vous à découvrir comment nos pensées, nos attentes peuvent véritablement façonner notre réalité. Tout d'abord, c'est quoi l'effet Pygmalion ? C'est un effet psychologique qui met en évidence le pouvoir des attentes sur nos comportements et nos performances. Il montre comment le regard que les autres portent sur nous, consciemment ou inconsciemment, influence notre réussite ou notre échec. L'effet Pygmalion tire son nom de la mythologie grecque. Pygmalion était un sculpteur chypriote qui, selon la légende, tomba amoureux de sa propre création. Une statue d'ivoire représentant une femme d'une beauté parfaite. Subjugué par son œuvre, il lui vouait une admiration et un amour si intenses que la déesse Aphrodite, ou Vénus pour les Romains, touchée par son désir sincère, donna vie à la statue. Cette légende illustre bien le principe de l'effet Pygmalion. Les croyances et les attentes que nous avons envers quelque chose ou quelqu'un influencent profondément la réalité de cette chose ou de cette personne. Là, il s'agit évidemment du mythe qui a donné le nom à l'effet Pygmalion, mais on va aller voir un peu plus une preuve scientifique. Je vais vous parler de l'expérience de Rosenthal et Jacobson en 1968. Où cet effet Pygmalion a été mis en évidence par une expérience qui a été menée par ces deux psychologues. L'expérience s'est déroulée comme ça. Il y a eu des tests de QI qui ont été truqués. Dans une école primaire, les chercheurs ont administré des tests d'intelligence à des élèves. Ensuite, ils ont modifié les résultats, vraiment de manière aléatoire, avant de les présenter aux enseignants des classes, des élèves. Ils ont désigné certains élèves comme ayant un potentiel intellectuel exceptionnel, alors qu'en réalité, leur niveau était, on va dire, dans la normalité. Il n'y avait rien de particulier. Donc pendant cette expérience, les enseignants, sans en être conscients, ont commencé à porter un regard différent sur les élèves qui étaient prétendument prometteurs. Ils leur ont donné plus d'attention, plus de feedback positif, plus d'encouragement. Ils se sont montrés plus patients face à leurs erreurs et leur ont donné, par exemple, davantage de temps pour répondre en classe à des questions, à des interrogations. Et tout ça, à la fin de l'année scolaire, ça a eu un vrai impact sur les résultats des élèves. Les élèves qui avaient été désignés comme intellectuellement prometteurs ont effectivement vu leur intelligence et leurs résultats scolaires progresser davantage que ceux des autres élèves. Pourtant, le seul avantage, c'était que leurs enseignants croyaient en eux et les encourageaient. On voit à travers cette expérience, qui n'est pas toute récente, mais en tout cas qui est plus récente que la mythologie, que les attentes des autres influencent profondément notre comportement et notre développement. Si un enseignant croit au potentiel intellectuel d'un enfant, il va l'aider à développer ce potentiel. Et on peut vraiment transposer tout ça à notre vie quotidienne. Quand on croit
en nos enfants ou même par exemple à nos conjoints, ils vont, se sentir valorisés et donner le meilleur d'eux-mêmes et avoir de meilleurs résultats, que ce soit à l'école ou à la maison. En rangeant sa chambre, l'enfant peut se sentir valorisé si on lui dit: «Oh là là, tu es quelqu'un de très minutieux, je vois que tu arrives à ranger les choses à leur place», et il va y mettre beaucoup plus de volonté parce qu'en fait, il croit en lui et c'est un cercle vertueux, en fait. Donc pourquoi cet effet Pygmalion, il fonctionne sur l'être humain? En fait, il repose sur plusieurs mécanismes psychologiques qui sont inconscients. Il y a des signaux non verbaux. Quand on va reprendre l'exemple des enseignants, hein, dans l'expérience, quand un enseignant croit au potentiel d'un élève, ça se traduit par un langage corporel plus bienveillant. Le sourire va être engageant, le regard valorisant, il y a une posture plus ouverte. C'est-à-dire, on croit en l'enfant. C'est pareil pour un parent ou pour un supérieur qui va valoriser un de ses collaborateurs. Euh, les petits signaux, tout ça, va nous faire sentir plus compétents. Ça renforce notre confiance en nous et notre motivation. Ensuite, il y a les opportunités qui sont offertes. Une personne perçue comme capable bénéficie souvent de plus d'opportunités. L'enseignant qui va trouver qu'un élève a plus de potentiel qu'un autre va lui donner peut-être plus de responsabilités, peut-être va lui rajouter des exercices en fin de séance s'il a terminé en avance. Il peut lui confier aussi plus de responsabilités, va lui donner davantage la parole, l'encourager à aller plus loin. Et ça aussi, dans notre quotidien, ça peut être fait avec nos enfants, avec nos amis, avec notre conjoint, avec notre famille. On peut en fait, quand on croit en quelqu'un, peut-être que vous avez plusieurs enfants et qu'un des enfants a été plus valorisé que l'autre en termes intellectuels parce que il a réussi plus tôt à sécher ses chaussures, plus tôt à apprendre à lire, etc. Et qu'en fait, cet enfant grandit dans cette croyance qu'il a un potentiel intellectuel plus important que son frère ou sa sœur. Et tout ça, c'est un cercle vertueux. La personne qui a des opportunités qui sont offertes, hein, que ce soit un enfant ou un adulte, dispose donc de plus de chances de progresser. Parce qu'en fait, il y a plus d'opportunités. Et c'est un système, comme je vous dis, d'auto-renforcement. Une fois qu'une personne commence à progresser sous l'effet des encouragements, elle développe une meilleure image d'elle-même, donc plus de confiance. Donc elle va adopter un état d'esprit plus positif. Ça renforce encore les performances et ça crée un véritable cercle vertueux. Donc comme je vous ai dit, l'effet Pygmalion, il agit aussi dans notre vie quotidienne. Ça ne se limite pas du tout au monde scolaire. Ça s'observe partout. En entreprise, un manager qui va croire en les capacités de ses employés va leur donner plus d'opportunités, d'évolution, de responsabilités. Et le résultat, c'est que les employés progressent plus vite et gagnent en compétences. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à voir en entreprise. C'est qu'en encourageant en donnant la chance et en encourageant, en appuyant sur les aspects positifs, en fait, c'est gagnant-gagnant. Dans l'éducation parentale, hein, avec nos enfants, un enfant qui est encouragé par ses parents, qui entend souvent «je crois en toi, je sais que tu vas y arriver», développe une meilleure confiance en lui. Cet enfant, il va pouvoir aller explorer par lui-même. Évidemment, à l'inverse, hein, si un enfant, on lui répète qu'il est nul, paresseux, bah, il risque d'intérioriser cette image et de s'auto-saboter. Dans les relations sociales amoureuses, si une personne est perçue comme charismatique et talentueuse, elle va finir souvent par incarner ses qualités, parce qu'elle reçoit en retour des signes de validation. Et inversement, si on a considéré une personne comme inintéressante à l'intérieur d'un groupe, elle va risquer de s'effacer progressivement parce que c'est l'image qu'on lui renvoie, elle va valider cette image et donc ça va être un cercle vicieux de s'effacer parce que pensant qu'elle est inintéressante. En fait, l'effet Pygmalion il illustre la puissance de nos croyances et de nos attentes sur la réalité. Là, on a parlé vraiment de cet effet Pygmalion, on va dire positivement, hein. L'effet Pygmalion, il est positif. C'est quelque chose, c'est un cercle vertueux.
Donc on va aller voir son opposé, même si on en a parlé un tout petit peu, qui est l'effet golem. C'est vraiment l'ombre de l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, il nous montre comment les attentes positives peuvent nous propulser vers la réussite. Et son opposé, donc l'effet golem, illustre l'impact destructeur des attentes négatives. Donc l'effet golem, c'est quoi? C'est un biais psychologique, encore une fois, selon lequel, lorsqu'une personne est perçue comme peu compétente, elle finit souvent par adopter des comportements qui confirment cette perception et entravent sa réussite. Autrement dit, si on attend de quelqu'un qu'il échoue, il y a de fortes chances, de risques, qu'il échoue, effectivement. L'effet golem a été aussi démontré par des études similaires que celles sur l'effet Pygmalion. Par exemple, dans un contexte scolaire ou professionnel, quand les enseignants ou les managers perçoivent certains employés ou élèves comme moins doués, ils leur accordent involontairement, c'est vraiment inconscient, moins d'attention, d'opportunités, d'encouragement. Le résultat, c'est que ces individus finissent par se conformer à cette image négative et par sous-performer. Dans les années 70, il y a eu d'autres expériences qui ont été inspirées des travaux de Rosenthal et Jacobson. Elles ont montré que les élèves considérés comme moins capables recevaient inconsciemment un traitement moins favorable. Il y avait moins de feedback constructif, moins d'encouragement, moins de temps de parole en classe, moins d'attentes élevées de la part des enseignants. Et en fait, à la fin des études, ces élèves finissaient par croire en leur propre incompétence, ce qui les empêchait d'exploiter pleinement leur potentiel. Un phénomène similaire a été observé dans le monde du travail. Un employé que son supérieur considère comme peu performant reçoit moins d'opportunités d'évolution, moins de possibilités de formation, ce qui limite considérablement son développement professionnel. L'effet golem, comme l'effet Pygmalion, repose sur plusieurs mécanismes psychologiques inconscients. Il y a tout d'abord l'influence des attentes négatives. Quand une personne perçoit qu'on attend peu d'elle, elle adopte une attitude défensive et un manque de motivation. Elle finit par croire qu'elle est réellement moins capable. Et elle croit en cette injonction inconsciente que l'autre lui donne. Ensuite, il y a l'auto-sabotage. Quand la personne intériorise une croyance négative sur elle, ça peut entraîner un manque d'effort ou une peur de l'échec. Ça alimente un cercle vicieux, où la personne, croyant qu'elle va échouer, se met dans des conditions qui la conduisent effectivement à l'échec. Et ensuite, il y a le biais de confirmation. Ce biais de confirmation, on en parlera plus longuement dans un autre podcast. L'humain a tendance à voir ce qu'il s'attend à voir. Si un professeur ou un manager pense qu'un élève ou un employé est moyen, il prêtera plus attention aux erreurs qu'aux réussites, renforçant ainsi son jugement initial. Ça peut conduire à un manque de reconnaissance et à une perte de confiance chez la personne qui est concernée par ce regard. Par exemple, à l'école, un élève qu'on pense mauvais en maths va recevoir moins d'attention, moins de soutien de la part de son professeur. Il finira par développer un blocage qui va renforcer ainsi la prophétie autoréalisatrice. Je suis nul en maths, on ne vient pas m'aider, on ne prête pas attention à moi, je ne réussis pas mes exercices de maths, ça confirme que je suis nul en maths, donc je crée un blocage et définitivement je n'aime pas les maths et je n'aimerais jamais ça. Dans le monde du travail, un manager qui perçoit un employé comme peu compétent lui donnera moins de responsabilités. Ça limitera son développement et réduira ses performances. Dans la vie quotidienne, si un enfant entend constamment « tu es maladroit, tu es nul en sport, tu dors trop, tu es feignant », il adoptera inconsciemment cette croyance. Résultat, c'est qu'il prendra moins d'initiative et il évitera les situations où il pourrait prouver le contraire, parce qu'en fait, inconsciemment, il veut juste confirmer ce qu'on lui renvoie de lui. Cet effet golem, je ne vais pas vous cacher, c'est quand même plus intéressant de ne pas y être confronté. L'effet Pygmalion, c'est quelque chose de vraiment positif et que je vous encourage à développer dans votre quotidien.
L'effet golem, pour le quotidien, c'est quand même plus intéressant de passer à côté et de ne pas, soit y être sujet, soit de ne pas le provoquer. Donc, je vous rassure, c'est possible de limiter cet impact de l'effet golem avec plusieurs stratégies. Déjà, c'est prendre conscience de nos propres croyances limitantes. Se demander, hein, vraiment, objectivement, c'est quoi les croyances négatives que j'ai intégrées sur moi-même à cause du regard des autres? Si je vous prends mon exemple, moi, ce que j'avais intégré sur moi-même, c'est que j'étais timide et que, il était important que je passe inaperçue. Force est de constater aujourd'hui que cette croyance est en train de se déconstruire. Sinon, j'aurais pas de chaîne YouTube. Faut quand même être cohérent avec soi-même. Donc, déconstruire ces croyances qu'on pense être vraies sur nous, ça, c'est une première étape. Dans un premier temps, on prend du recul et on se concentre sur les réussites passées. C'est-à-dire, moi, ce qui m'a aidé par rapport à cette croyance, c'est de me dire, finalement, je pensais que j'étais timide, mais peut-être pas tant que ça. C'est peut-être juste que je prends du temps pour observer les situations et une fois que je suis lancée à parler, je parle beaucoup, ça, il n'y a pas de souci. Et en me disant que en prenant les cas concrets dans ma vie, finalement, j'ai toujours très très bien réussi mes oraux dans quelques matières que ce soit, hein, depuis les récitations au CP jusque aux oraux pour passer mon concours d'infirmière. Les oraux se sont toujours super bien passés. Et quand on est timide, on a du mal avec le fait de passer à l'oral devant des personnes qui vous jugent. Donc en déconstruisant ça, je me suis dit, bah oui, en fait, c'était juste une croyance négative que j'avais intégrée sur moi et qui finalement n'a pas vraiment de justification par rapport à ce qui s'est passé dans ma vie. Ensuite, ça va être adopter une attitude bienveillante envers soi-même et envers les autres. Remplacer les jugements négatifs par des encouragements constructifs, mais des vrais encouragements. C'est pas juste, par exemple, vous avez un enfant qui ne range jamais sa chambre. Bon, quand je dis jamais, je pense que je n'exagère pas, il y a certains parents qui doivent vivre ça. Et remplacer les jugements négatifs par des encouragements constructifs, ça va pas être oh là là, je trouve que tu as bien rangé ta chambre. Non, si la chambre n'est pas rangée, elle n'est pas rangée. Par contre, ça va être de pouvoir lui dire bah, je vois que aujourd'hui tu as fait l'effort de ranger ta chaise sous ton bureau. Je te félicite pour ça. Est-ce que tu penses qu'il serait possible de ranger le bureau entièrement? Voilà. Ça, c'est quelque chose de constructif pour l'enfant. C'est des encouragements qui sont constructifs. C'est pas de faire des compliments ou des jugements positifs là où il n'y en a pas. Genre, on va pas les inventer. Et ça va être important de se rappeler que les erreurs font partie de l'apprentissage. Et ça ne définit en aucun cas la valeur d'une personne. Surtout chez nos enfants. Nos enfants n'ont pas la science infuse. Ils apprennent par l'exemple. Si nous-mêmes nous passons du temps sur nos téléphones, nos enfants vont passer du temps sur leur téléphone. Si on passe du temps à lire, nos enfants vont passer du temps à lire. Leur pointer les erreurs, ça peut être constructif. Par contre, c'est important de ne pas les pointer négativement. Ça va être de pointer ces erreurs en les transformant en du positif. Je vois que tu as passé beaucoup de temps sur ton téléphone aujourd'hui. Ce que je te propose, ça va être de le mettre de côté et de prendre un livre. Voilà, regarde, il y a 3-4 livres à ta disposition. Choisis celui que tu veux et passe un quart d'heure, une demi-heure à lire un peu pour te permettre de remettre ton cerveau dans de meilleures conditions. Ça va être aussi de se créer un environnement positif, s'entourer de personnes qui croient en nous et nous poussent vers le haut. Il est évident que si vous êtes entouré de personnes qui, à chaque fois que vous les voyez, vous disent oh bah t'as une sale tête aujourd'hui, t'as pas l'air en forme, ou ah ton repas il est pas fameux, hein, j'aurais préféré qu'on aille manger au resto, et d'autres, je pense que vous avez des exemples en tête, vous aussi. Vous pouvez vous fixer des objectifs atteignables pour renforcer votre confiance en vous également. Et changer votre narration intérieure. Remplacer les pensées comme je ne suis pas bon,
en peinture, je ne suis pas bon en dessin, par je peux progresser. L'énergie des mots est importante. Penser des choses négatives sur soi, des choses qui ne vont pas, va les renforcer en quelque sorte. Donc, penser je peux progresser ou j'ai une marge de progression dans cette activité, dans ce domaine, ça c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider au quotidien. Et ça va être de visualiser cette réussite et se répéter des affirmations positives. Alors, on est sur se répéter des affirmations positives, mais pas en mode je vais bien, tout va bien, je regarde pas du tout ce qui va pas. C'est pas ça. Là, on est sur un. Je vous propose de réduire en fait cet effet golem, qui peut être parfois et très souvent même au quotidien toxique, et toxique sur le long terme. Alors si on l'enlève dans le quotidien, on va vivre un quotidien beaucoup plus apaisé. L'effet golem, il nous rappelle que les jugements négatifs peuvent être un frein puissant à notre épanouissement. Mais on a le pouvoir de changer la perception que nous avons de nous-mêmes et des autres, et de briser ces schémas. Toujours se rappeler qu'on est responsable de nos vies. On est responsable de ce que nous en faisons. On est responsable de ce que nous disons. Donc c'est vraiment important de se rendre compte de ça. Par exemple, donc là je vais vous donner un exemple assez polarisé, mais vous ne pouvez pas vous attendre à ce que votre conjointe soit heureuse de passer des moments avec vous quand elle se fait jolie, etc. Si vous, messieurs, ça peut se passer à l'inverse également. Si vous, quand elle se fait jolie, tout ce que vous voyez, c'est la mèche de cheveux qui dépasse ou la robe qui lui sert un peu trop parce qu'elle a pris quelques kilos. L'effet golem, c'est au lieu de vous concentrer sur le positif, c'est-à-dire que votre femme a pris du temps pour se préparer, pour aller au restaurant avec vous ou passer un moment agréable avec vous, à se faire jolie, etc. Vous allez en fait vous concentrer sur ce qui ne va pas et non pas regarder ce qui va. Et en fait, ça crée un cercle vicieux à l'intérieur du couple où on ne va se faire que des reproches ou se dire les choses qui ne vont pas, mais on ne va pas parler des choses qui vont. Donc, au quotidien, dans le couple, ce qui est important, ça va être de renforcer l'effet Pygmalion et de diminuer l'effet golem. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais dire de choses négatives à son conjoint ou à sa conjointe. Évidemment, la communication, c'est hyper important. Ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faut pas se focaliser là-dessus 90% du temps. On va dire c'est 80% du temps des choses positives et 20% du temps des choses négatives. Et ainsi, les choses négatives, elles passent crème. Quand vous êtes attentif à votre conjoint 80% du temps et que 20% du temps, vous allez faire des petits reproches, mais qui sont construits, hein. Ce n'est pas des reproches qui vont être pernicieux ou qui vont faire du mal. Ce sont des reproches constructifs pour que la relation avance et que l'interaction soit au mieux. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un petit peu le lien entre l'effet Pygmalion, l'effet golem et la pensée créatrice en spiritualité. Même si j'ai pas fait de podcast sur la pensée créatrice, on va en parler un petit peu ici. Et en fait, montrer comment tout ça interagit ensemble. La pensée créatrice, elle sort pas de nulle part. L'effet Pygmalion et l'effet golem illustrent une vérité fondamentale sur la puissance de nos croyances et de nos pensées. En psychologie, ces phénomènes sont expliqués par des biais cognitifs et des conditionnements inconscients. Mais en spiritualité, ils sont souvent rapprochés d'un concept plus large, la pensée créatrice. Ça veut dire que c'est la capacité qu'a notre esprit à influencer la réalité qui nous entoure. La pensée créatrice, ça repose sur l'idée que nos pensées, nos intentions et nos croyances influencent directement notre vie. Selon cette vision, ce que nous projetons mentalement tend à se réaliser dans notre réalité. Si on se perçoit comme compétent et capable, on attire des opportunités, des ressources nécessaires à notre succès. Inversement, si on se persuade qu'on est incapable ou malchanceux, on va créer inconsciemment des situations qui valident cette croyance. Ce principe de pensée créatrice est souvent résumé par des lois spirituelles comme
la loi d'attraction, je pense que vous en avez entendu parler, on attire à nous ce à quoi nous pensons le plus intensément. La loi de manifestation, nos pensées, nos émotions influencent notre réalité matérielle. Et l'autosuggestion, ça va se rapprocher des travaux de Coué. Le simple fait de répéter une affirmation positive entre cette croyance dans notre subconscient et modifie notre comportement en conséquence. Si on prend tout ça, on se rend compte que l'effet Pygmalion et l'effet de Golem ne sont que des manifestations concrètes de la manière dont notre esprit façonne le monde qui nous entoure. Même si la pensée créatrice reste un concept spirituel, il y a quand même certains aspects qui sont validés scientifiquement. Notre cerveau est malléable et il est capable de se reprogrammer. Donc les neurosciences et la plasticité cérébrale valident ça. Il y a des études qui montrent que penser positivement stimule les circuits neuronaux qui favorisent la motivation et l'apprentissage. À l'inverse, la pensée négative active les circuits liés au stress et à la peur. Et ça freine notre développement. Rappelez-vous de l'épisode précédent sur le placebo et le nocebo. L'effet placebo montre que croire en l'efficacité d'un traitement peut suffire à améliorer notre état de santé. Le nocebo, lui, prouve qu'une pensée négative peut produire des effets délétères sur le corps. Ça rejoint directement l'effet Pygmalion et l'effet de Golem. Nos croyances influencent notre réalité, y compris biologiquement. Et il y a ce troisième phénomène qui est l'autoréalisation en psychologie. En développement personnel, il y a des études qui montrent que visualiser un objectif augmente nos chances de l'atteindre. C'est le cas par exemple des sportifs de haut niveau qui vont utiliser la visualisation mentale pour améliorer leur performance. Ça prouve ainsi que notre esprit influence directement notre corps. Cette visualisation, elle est beaucoup utilisée en sophrologie, par exemple. Tout ça, ça peut paraître peut-être parfois contradictoire, mais finalement, si on regarde bien, on adopte une approche scientifique, spirituelle, psychologique. On se rend bien compte que le pouvoir de nos croyances et de nos attentes est bien réel et mesurable. Ce que je vous propose, c'est de voir comment utiliser la pensée créatrice pour contrer l'effet Golem et pour amplifier l'effet Pygmalion. Parce que tout ça, ça fonctionne ensemble. Dans un premier temps, c'est reprogrammer les croyances limitantes. Vous pouvez par exemple écrire dans un journal l'identification de vos pensées négatives, héritées par exemple de votre éducation, de votre entourage ou de vos expériences passées. Et faire un tableau, en fait, mettre vos pensées négatives et les transformer, les remplacer par des affirmations positives et encourageantes. Deuxièmement, ça va être de visualiser le succès plutôt que l'échec. Prendre quelques minutes par jour pour imaginer votre réussite, ressentir les émotions positives qui en découlent. Cette technique, elle est utilisée par des athlètes, des entrepreneurs pour atteindre leur objectif. Par contre, il est important de, comme diraient les stoïciens, d'être positif vis-à-vis de l'objectif, mais pessimiste sur le chemin. C'est-à-dire, visualiser la réussite, ça ne veut pas dire que tout sera facile. Il peut y avoir des obstacles à l'intérieur du chemin. Et ces obstacles, il faut en prendre conscience. Ce n'est pas que penser positif tout le temps. Si vous pensez positif tout le temps, en fait, votre cerveau, votre corps ne sera pas programmé aux obstacles, à affronter les obstacles. Donc c'est important d'être positif vis-à-vis de l'objectif et pessimiste sur le chemin. Vraiment, c'est pour distinguer les choses. Ensuite, très important et peut-être même le plus important, ça va être de s'entourer de personnes inspirantes. Fréquenter des personnes qui vous encouragent, qui croient en vous. Se méfier des relations toxiques qui vont renforcer l'effet golem en rabaissant, en limitant les ambitions. Quatrièmement,
être conscient du pouvoir de vos paroles et de vos pensées. Si vous vous parlez à vous-même en vous disant « Oh là là, qu'est-ce que je suis nulle, euh, je vais jamais y arriver, mais c'est toujours à moi que ça arrive et j'ai pas de chance », eh ben, je pense que ça va être très compliqué d'atteindre vos objectifs. Ça va être important de se parler à vous-même et aux autres, par extension, avec bienveillance et encouragement. C'est, à la place de dire je suis nul, c'est je peux progresser. Je vais jamais y arriver, je vais y arriver. Je mets toutes les chances de mon côté pour y arriver. Et pour ceux qui le souhaitent, ça va être de pratiquer la gratitude et la confiance en soi. Vous pouvez tenir un journal de gratitude. Alors ça peut parler à certaines personnes et pas à d'autres. Et vous concentrer sur ce qui fonctionne bien. Mettre dans ce journal tout ce qui a bien été dans votre journée. De 1 à 3 faits positifs qui se sont passés dans votre journée. Et vous répétez régulièrement des affirmations positives et motivantes. Alors ça ne veut pas dire faire semblant que tout va bien, ça veut dire se concentrer sur le positif. Je vais vous prendre l'exemple très concret du quotidien. Vous êtes dans un embouteillage et en fait, vous devez déposer votre enfant à 8h à l'école et finalement, il est 8h moins 10, il vous reste 3 km à faire, vous vous rendez bien compte que l'enfant va arriver en retard. À ce moment-là, au lieu de râler, de pester contre les embouteillages, c'est peut-être de passer un bon moment avec votre enfant, de prendre le temps avant de le déposer, de mettre un petit mot dans le cahier comme quoi le retard a été dû à des embouteillages, et puis peut-être mettre la musique, chanter dans la voiture. C'est se concentrer sur le positif de la situation. Là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes enfermé dans la voiture avec votre enfant pour l'emmener à l'école. Au lieu de râler, au lieu de passer ce temps à râler, parce que de toute façon, ce temps, il va falloir le passer dans les embouteillages, peut-être autant le transformer en quelque chose de positif. Et ça peut se faire dans n'importe quelle situation au quotidien. Là, on peut se rendre compte que l'effet Pygmalion et l'effet de Golem ne sont pas juste des mécanismes psychologiques. C'est vraiment des outils puissants de transformation personnelle. Tout ce que je vous passe dans ces podcasts, ce sont des outils puissants de transformation personnelle. Il ne tient qu'à vous de vous en servir. Si vous prenez conscience de l'influence de ces mécanismes, vous allez pouvoir choisir d'adopter une posture mentale qui favorise votre épanouissement et celui des autres. Donc aujourd'hui, on a exploré l'effet Pygmalion et son opposé, l'effet Golem, en les reliant à la pensée créatrice et à leur impact sur notre vie. Avant de terminer cet épisode, je vous propose de faire un rapide résumé des points qu'on a abordés. L'effet Pygmalion, nos attentes, celles des autres, influencent nos comportements et nos performances. Quand on est perçu comme capable, prometteur, on a tendance à nous conformer à cette image positive et à réussir davantage. Il y a des expériences qui ont été menées en milieu scolaire et dans les milieux professionnels qui prouvent que cette attente positive améliore les résultats. L'effet Golem. À l'inverse, si on est perçu comme incompétent ou limité, on risque d'intérioriser cette croyance et d'échouer. Des études démontrent que des attentes négatives freinent la réussite scolaire, professionnelle et personnelle. Et enfin, le lien avec la pensée créatrice. La manière dont nous nous percevons influence directement notre réalité. Neurosciences, effet placebo, psychologie confirment que nos croyances modifient nos comportements et même notre biologie. Les stratégies pour sortir de l'effet Golem et amplifier l'effet Pygmalion en adoptant une posture mentale positive et constructive. Je vous invite maintenant à une réflexion personnelle. Quels sont les effets Pygmalion et Golem que vous avez vécus dans votre vie? Est-ce qu'il y a eu des moments dans votre vie où les attentes positives d'une personne, d'un professeur, d'un parent, ont boosté votre confiance et votre réussite? À l'inverse, est-ce que vous avez déjà ressenti des effets négatifs d'un regard, d'un jugement extérieur qui vous a freiné? Et surtout, quelles croyances limitantes pourriez-vous déconstruire dès aujourd'hui pour avancer vers votre plein potentiel? Je vous propose de prendre un instant pour y réfléchir.
Et pourquoi pas essayer dès aujourd'hui de cultiver un regard plus bienveillant sur vous-même et sur les autres. Dans le prochain épisode, on va poursuivre cette exploration des biais cognitifs en nous intéressant, comme je vous l'ai dit dans ce podcast, au biais de confirmation. Ce biais, il est omniprésent dans nos vies. Comment il fonctionne? Pourquoi influence-t-il nos décisions, nos opinions et même nos relations? On verra tout ça ensemble, afin de continuer à grandir et d'élargir notre vision du monde et de la vie. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez apprécié, je vous propose de le partager, de laisser un commentaire et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains sujets. À la semaine prochaine dans un nouvel épisode de La vie nous enseigne.